Pour rendre un peu plus facile la vie de ma famille, de ma femme et de mes enfants, pour leur garantir une vie plus ou moins décente, la seule option est de cultiver la coca et la marijuana. Je peux faire pousser jusqu'à 10 000 pieds de coca sur 1 hectare parce qu'ils poussent proches les uns des autres. Les fermiers et tous les Colombiens sont obligés de détruire les plantations illégales. La culture de la coca est interdite en Colombie. Ils ont mené toute une campagne militaire contre les fermiers. Ils ont envoyé l'armée avec des fusils et des matraques pour déraciner la coca que nous plantons. En ce qui nous concerne, nous tirons le minimum du commerce de la coca. Ce n'est pas nous qui nous enrichissons en vendant de la drogue, mais d'autres. Et pourtant, la politique de poursuite ne vise que nous, les paysans pauvres, qui cultivons la coca pour survivre. On va rencontrer les gars du groupe que je représente. C'est un groupe de fermiers qui cultivent de la coca. Encore une délégation. Nos camarades viennent de la municipalité... De Paez. Oui, de Paez. Un bon groupe. Nous sommes en train de reprendre des forces. Nous nous reposons un peu. Nous préparons à manger ici, c'est notre cuisine de camp improvisée. Nous avons ramassé du bois pour se chauffer, continuer à vivre et à se battre. Nous avons ici une importante délégation. Est-ce qu'ils cultivent de la marijuana et de la coca? Oui, monsieur. Un peu de coca aussi. Nous faisons tous la même chose, nous cultivons. Nos camarades sont de bonne humeur parce qu'ils ont cuisiné de la viande aujourd'hui. Nous sommes tous ensemble ici, dans le camp. Nous voulons que les accords fonctionnent. Le gouvernement ne respecte pas les engagements. Voilà pourquoi nous sommes ici. On ne se sent pas bien ici, mais on se bat pour nos droits, jusqu'à ce qu'on les obtienne. Selon nos calculs, à l'heure actuelle, se sont réunis ici à peu près 1000 paysans. Il y a nos camarades ici et les gens de l'autre côté. Ils ont décidé de monter leur camp loin de tout le monde parce qu'ils sont un peu nerveux. Ils ont peur que l'ESMAD, la brigade anti-émeute, ne lance l'assaut alors que nous serons au travail et qu'elle ne mette feu à notre nourriture et à toutes nos affaires. Les gens sont déterminés et prêts à poursuivre la lutte pour continuer à aller vers notre objectif. Un objectif partagé par tous les paysans, celui de la reconnaissance des paysans de Colombie. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Je suis né en 1981. J'ai 37 ans. J'ai grandi dans une région productrice de coca. Ma famille cultivait des feuilles de coca. L'argent que nous gagnions en vendant ces feuilles de coca servait à couvrir les besoins essentiels de ma famille et moi-même, comme les dépenses de santé. Nous allions chercher de la coca à la ferme de mon père et nous travaillions ensuite chez les voisins. C'était un cycle, un circuit permanent. Nous allions de ferme en ferme pour cueillir de la coca. Toutes les familles vivaient comme ça. Quand je n'avais pas d'argent pour subvenir aux besoins de ma famille, j'allais voir un homme qui achetait de la coca. Je lui disais que la récolte était prévue 15 jours plus tard et lui demandais de me prêter de l'argent.
Il me donnait l'argent et j'achetais de la nourriture ou ce dont j'avais besoin. Une fois la récolte terminée, je lui donnais la coca. Papa, ta tenue est prête? Il n'a pas de chaussettes. Mets-les, mais lave d'abord. Concernant ma famille, j'ai une femme et 3 enfants. L'un a 16 ans, l'autre 10 ans et la fille a 6 ans. L'aîné veut devenir chanteur et danseur. Et le second veut être footballeur. Il aime le football. Ma plus jeune veut être médecin, c'est ce qu'elle dit. Voilà leurs rêves. Ils font leurs études. Les garçons vont au collège et au lycée, et la fille à l'école primaire. Tu veux du café, chérie? Non. Je veux simplement qu'ils fassent leurs études, qu'ils aillent à l'université. Pour nous, c'est presque impossible. Ici, c'est tout simplement impossible. Je ne veux pas qu'ils aient honte de nous. Je veux qu'ils apprennent un métier qui les aidera à devenir quelqu'un et non de simples esclaves. Voilà la vie quotidienne d'un cultivateur de coca. La journée de travail commence très tôt. Il est normal de se lever vers 5h30 ou 6h du matin. Normalement, les gens travaillent toute la journée jusqu'à 17h environ. D'habitude, en fin de journée, un bon agriculteur a eu le temps de cueillir jusqu'à 150 kilos. Les plantes que vous voyez ici sont de qualité moyenne. Les feuilles sont bonnes, mais les arbustes sont trop grands. Il y a des plantes plus petites dont il est plus facile de cueillir les feuilles. Ceux qui auront des arbustes comme ça ont de la chance. Le lien entre le fermier qui cultive les plantes et le trafiquant de drogue sur le marché de la coca n'est pas fort du tout. Je ne suis pas un dealer, je ne travaille pour aucun cartel. Je cultive la coca pour survivre. Elle ne m'enrichit pas. Vous ne verrez jamais un trafiquant de drogue vivre dans nos conditions. Vous ne verrez jamais ça. Vous ne verrez jamais un trafiquant de drogue, comme on dit, parcourir les routes dans des chaussures comme les nôtres. Pour moi, nos situations sont incomparables. 5. Ah, 25. Très bien. 32. C'est le seul laboratoire de notre ferme. Mais d'autres fermes ont des laboratoires comme celui-ci. Alors peut-être pas à la ferme même, bien sûr, mais à proximité pour ne pas avoir à l'expédier trop loin et pouvoir le traiter sur place pour éviter d'avoir à le transporter à dos d'âne sur de longues distances. Et qui est-ce qui l'achète? C'est des gars de la mafia. Ils l'emportent dans de grands laboratoires où ils produisent des blocs de drogue à partir de la pâte pour les expédier dans d'autres pays, avec encore plus de produits chimiques et bien plus puissants. Ici, on ne fait que la base, la purifie encore plus, et bien évidemment, le prix monte. Personne ne veut faire ça, bien sûr. Mais les circonstances nous y obligent.
Si les prix de la canne à sucre ou de la mélasse montaient, bien évidemment, je ne travaillerai pas sur la coca parce que c'est beaucoup trop chimique. C'est très dangereux pour les gens. Oui, j'ai 3 enfants et il faut les envoyer faire leurs études à Popayán. Quelques-uns y font d'ailleurs leurs études. Mais si je ne travaillais pas ici, je n'aurais pas pu payer leur scolarité. Ils sont étudiants dans une université privée. L'un est dentiste, l'autre est ingénieur en électronique. Et ça coûte cher. On fait ça parce qu'on doit le faire, pas parce qu'on en aurait envie. Il faut faire attention à son langage ici. Cultiver la coca est illégal. C'est interdit. Le programme dont nous parlons couvre 100 000 familles un peu partout en Colombie. De la frontière vénézuélienne à la frontière équatorienne. Nous devons éradiquer toutes les cultures et il faut que les familles aient d'autres moyens de gagner leur vie que de cultiver de la coca. Le deuxième élément consiste à donner à ces familles une alternative légale, un programme ou un produit de substitution afin qu'elles ne reprennent pas la culture de la coca. Enfin, nous devons faire en sorte que l'État propose à ces régions éloignées de Colombie des offres et des services convenables dans les domaines de la santé, de l'éducation, des routes, de l'électricité et ainsi de suite. J'ai reçu des menaces téléphoniques. Arrête de travailler sur le processus de paix. Arrête de travailler sur le programme de substitution des cultures. Nous avons dû quitter notre ferme où nous vivions depuis 17 ans. Nous avons tout laissé pour sauver nos vies. Il faisait nuit. Soudain, nous avons vu 3 personnes vêtues de noir avec des bottes en caoutchouc et des armes. Ma femme s'est approchée de la fenêtre et s'est retrouvée face à face avec l'un d'eux. Il était juste devant elle. Ma femme a demandé « Qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous là ?» L'homme était là, appuyé contre le mur. Il s'appuyait comme ça, sur le mur. Elle a dit « Ne sors pas, c'est dangereux. Je ne sais pas ce qu'il pourrait te faire. » J'ai fermé la porte et enfermé les enfants. Vers minuit, l'armée est venue, nous leur avions dit que nous étions en danger. Il était déjà minuit, presque 4 heures avaient passé. S'ils nous avaient fait quelque chose, tout aurait été fini au moment où les troupes seraient arrivées. Le processus de paix est en cours, mais nous, les leaders, nous sommes toujours en train de nous faire tuer. Comme pendant le conflit, pendant la guerre. Près de 400 responsables publics ont été assassinés dans tout le pays, hommes et femmes, parce que nous travaillons sur le processus de paix et la substitution des cultures. Ce sont ceux qui tuent ces responsables qui s'enrichissent grâce au trafic de drogue, surtout ceux qui sont chargés des cultures. Comment nous considèrent-ils? Comme un problème. Se débarrasser du problème, c'est nous tuer, nous menacer, nous chasser de nos terres. Avant, nous voulions tout résoudre de manière pacifique. C'était l'idée de départ, mais nous n'avons vu aucun engagement de leur part.
Le gouvernement, dirigé par le président, excusez ma franchise, nous a traités comme des idiots. Il doit tenir ses promesses. Venir à Coca et regarder les agriculteurs et les peuples autochtones en face. Voir ce qui se passe ici. Nous avons besoin de tout le monde. On ne peut pas se rendre parce que quelqu'un ne peut pas jeter des pierres ou se croit inutile. Non, nous avons besoin de chacun d'entre vous. Nous avons besoin de nous coordonner. Parmi nous, il y a des gens qui aiment être en première ligne, n'est-ce pas? Qui aiment l'adrénaline, qui n'ont pas peur du gaz lacrymogène. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous importants. Nous nous battons pour nous tous. Ce sont des plants de café. Oui, c'est ça, des plantations de café. En haut ici, là et là, il y avait de la coca. Nous avons déraciné la coca, nous avons tout déraciné. Le gouvernement offre maintenant une aide financière aux personnes qui cultivent des plantes de substitution. J'ai commencé en 2014, de mon gré, sans aide de l'État. J'ai déraciné la coca. Quant aux champs de coca, ce sont les derniers. Il n'y en a plus. Ici et là, ce sont les derniers. Sur le reste du terrain, on cultive café et bananes. Avant, dans cette ferme, on avait 4 hectares de coca et maintenant, il n'en reste même pas un seul. Pendant 5 ans, depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dirigé cette ferme et ça a été dur. Parce que les matières premières coûtent cher et les récoltes se vendent à bas prix. Je cultive du café, des fruits et de la coca. Et l'argent des modestes ventes de la coca me permet de cultiver des plantes qui rapportent moins. Il faut 3 mois pour faire pousser de la marijuana, 3 mois pour de la coca. Pour du café, il faut 9 mois. Les bananes ont besoin de 16 mois. La croissance d'un régime de bananes peut prendre jusqu'à 18 mois. Vous savez, je ne plante pas de coca là parce que j'en ai envie. Mais parce que les circonstances m'obligent à la cultiver. Mais ce n'est pas ce que je veux. Il faut envelopper ici. Faites-le avec de la goyave. La machine ne le coupera pas. C'est bien, n'est-ce pas? Ouais. Regardez comme il est grand. C'est beau, n'est-ce pas? Cette famille cultive de la coca. Mais comme le gouvernement met en place un programme de substitution, ces cultures disparaîtront complètement. Ces plantes ne seront plus cultivées. Tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de respecter l'accord. Ensuite, nous détruirons toute la coca restante. Pour faire en sorte que chaque aspect du programme soit réalisé pour chaque famille. Ils auraient dû depuis longtemps signer l'accord, ce qui n'est pas arrivé. Donc maintenant, ils auront des aides, des semences et ainsi de suite, tout ce à quoi ils ont droit plus tard. Cela a provoqué des désaccords. La situation s'est détériorée au fil du temps parce que de nombreux ennemis du système, principalement les trafiquants de drogue, s'opposent à l'introduction du programme sous prétexte que celui-ci ne fonctionne pas. Leur objectif est d'encourager les familles à retourner à la culture de la coca. Le plan de substitution est une bonne idée en théorie, mais il n'a pas été bien mis en œuvre. Dans les faits, rien ne se passe.
Les autorités ont mis en place une campagne militaire contre nous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils envoient l'armée avec des fusils et des matraques pour déraciner la coca que nous plantons. Ils ne nous donnent pas d'alternative pour renoncer à la coca comme le prévoit la loi. C'est ce que nous voulons de notre gouvernement. Pourquoi? Parce que nous sommes fatigués de lutter contre l'armée dans nos fermes. Ici, dans ce camp, ils se battent aussi contre nous. L'armée comme la police. Ils attendent que nous fassions une erreur pour pouvoir attraper ou tuer quelqu'un, comme lors des opérations précédentes. Nous avons l'intention de continuer à nous battre et à chercher des moyens de progresser par le dialogue. Tu as peur? Parfois oui, mais parfois je pense... J'y pense, et vous savez, j'ai un fils, il n'a que 8 ans. Quand on me menace, je me dis, mon fils pourrait rester seul, sans toi. Et quand j'y pense, je choisis de continuer. Si nous atteignons les objectifs de notre lutte, tout sera pour lui. Un jour, il sera grand. Ce sont nos enfants qui bénéficieront de cette lutte, pas nous. Quoi qu'il arrive, nous sommes déterminés à remplacer la culture de la coca. Si le gouvernement nous laisse tomber, nous trouverons un moyen de soutenir nos familles. Mais nous ne produirons plus de coca. Parce que cela n'a rien amené de bon. Beaucoup de familles ont perdu des enfants à cause de la drogue. Je rêve de l'avenir de mes enfants. Je veux qu'ils deviennent professionnels, de bonnes personnes, qui travaillent sur les terres de Colombie. Ce qui est important pour les fermiers, c'est la terre et les champs. Parce qu'un pays sans fermiers, sans production, sans nourriture, engendre la guerre. S'il n'y a pas de nourriture, il ne peut pas y avoir cette paix dont rêvent les Colombiens. Une paix stable et durable. Un monde où nous, les pauvres, ne nous tuons pas les uns les autres. C'est le rêve que je nourris pour mes enfants.